Ici, la voix de l'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Candidature unique en RD Congo, les opposants Tshisekedi et Kamere se sont engagés à mettre un terme à leur carrière politique en cas de non-respect de l'accord de Genève. En Côte d'Ivoire, les agents de la police universitaire sont en colère. Ils n'ont pas été payés depuis leur embauche. On a plein de collègues qui ont perdu la vie dans cette histoire. La caravane des migrants commence à arriver à la frontière avec les États-Unis, où s'est rendu le secrétaire américain à la Défense. La fondation Kofi Annan, qui a parrainé l'accord sur une candidature unique de l'opposition congolaise à la présidentielle du 23 décembre prochain, a publié la lettre d'engagement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Dans la lettre, les deux opposants s'engagent à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord de Genève, connu comme l'accord Lamuka, qui signifie « réveille-toi ». Je m'engage en outre à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et à l'accord Lamuka. Lit-on encore dans les deux lettres signées par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Ils ont tous deux rompu leurs engagements au lendemain de la désignation dimanche dernier du député Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition pour le scrutin à un tour en République démocratique du Congo. Pour nous en parler, nous accueillons l'analyste politique Jean Bosco Limongo. Il nous rejoint du Michigan via Skype. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Quelle lecture faites-vous des deux lettres publiées par la fondation Kofi Annan après le volte-face de Tshisekedi et de Kamerhe? Ouais, nous avons tous lu avec un grand intérêt la lettre qui a été, les documents qui ont été publiés par la fondation Kofi Annan et le document qui a présenté le document qui ont été signés par les signataires de la convention Lamuka à Genève. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a deux parmi les signataires qui ont retiré leur signature après 24 heures de ce document. Et nous sommes devant une situation de crise politique au sein de l'opposition congolaise parce que nous pensons que la rencontre qui a eu lieu en Genève a permis à ce que le leader de l'opposition puisse choisir un candidat unique pour se présenter à cette opposition. Je pense, à mon avis, que c'est vraiment une situation plus ou moins chaotique et il faudra bien que le parti se remette en place pour pouvoir trouver une solution commune. Alors on le sait, Félix Tshisekedi, il est le président du parti historique UDPS et Vital Kamerhe est lui le chef de file du parti UNC. Leur crédibilité a-t-elle pris un sérieux coup et comment cela va-t-il se traduire dans les urnes? Ouais, si nous lisons les documents qui ont été signés, il est clairement dit que le parti s'était engagé à respecter scrupuleusement le texte. Ouais. Et ils ont même dit que si jamais ils ne respectaient pas ces dispositions, ils mettraient fin à leur carrière politique et ça sera une désolation pour la population. Je pense que le retrait de ces deux grands opposants congolais met mal à l'aise la situation de l'opposition congolaise et donne l'avantage remarquable au camp opposé de pouvoir être en avance par rapport aux élections qui vont se tenir le mois prochain. Oui. Alors, est-ce du pain béni pour le candidat de la majorité de Kabila, comme le dit Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais? Ouais, comme vous l'avez bien dit, Lambert Mende est nous avons constaté que le gouvernement a pris acte de la décision qui a été prise à Genève. Et comme je l'ai dit tantôt, la partie au pouvoir se trouve dans une position de force. Et je pense qu'il n'est pas trop tard pour l'opposition de se remettre en place
et de réviser leurs décisions parce que nous sommes à quelques jours des élections. D'accord. Très rapidement, dans un entretien au site actualité.cd, Félix Tshisekedi dit ceci: nous avons été grugés, j'ai le sentiment d'avoir été trahi. Comment a-t-il pu être trahi d'après vous? Je pense qu'il appartient à M. Kamere et à M. Tshisekedi de donner des explications claires. Parce que si vous avez suivi leur déclaration lors de retrait de leur signature, ils ont dit qu'ils ont été motivés par la position de la base. Et nous considérons que lorsqu'il y a une grande réunion pareille, de grands politiciens, les bases ont été informées. Et je pense que c'est un problème sérieux parce que maintenant là, ils ont signé librement cette décision et que 24 heures après ils changent leur position, il y a une malaise. Jean-Bosco Limongo, vous êtes analyste politique, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous restons en RDC où l'ONU se dit de plus en plus alarmée par la situation à Béni et d'autres régions de l'Est du pays qui menacent la tenue des élections du 23 décembre. Cette partie du pays est le théâtre de tueries de groupes armés, de même qu'une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 212 morts. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé dit s'attendre à ce que cette épidémie dure encore au moins 6 mois. Écoutez le docteur Pete Salama de l'OMS. C'est très difficile de faire des prévisions sur la fin d'une épidémie aussi complexe avec tant de variables hors de notre contrôle. Néanmoins, nous croyons qu'il faudra encore au moins 6 mois avant de pouvoir déclarer que cette épidémie n'est plus. Et cela pourrait changer en fonction des données qui nous parviennent quotidiennement. Puisque des cas se produisent et ne sont pas diagnostiqués dans ces centres, les victimes d'Ebola partent sans un diagnostic, ayant peut-être reçu des médicaments contre la fièvre. Et dans un tel environnement, il n'y a aucun dossier sur les autres patients qui ont été exposés au virus, ce qui rend plus difficile de retracer tous les contacts, contrairement à la méthode traditionnelle dans les zones rurales. Cela a été vraiment la cause de certains problèmes rencontrés à ce niveau. Une épidémie qui continue donc à frapper la RDC. En Ouganda voisin, vous le savez, une campagne de vaccination a démarré contre le virus Ebola. Ce pays frontalier de la RD Congo avait été durement touché par la maladie en 2007. Des survivants se font un devoir de rappeler à leurs concitoyens ce qu'ils ont vécu, comme nous allons le voir dans ce reportage que nous relate Blanche Sanou. En 2007, Samuel s'occupait de patients atteints de fièvre mystérieuse avec son frère qui était également agent de santé. Et dans les 2 jours qui suivaient, mon frère a également été infecté. Alors j'ai assisté mon frère au même moment. 2 jours après, il a été transféré à l'hôpital Bundi-Bugyo et il est décédé là-bas. Samuel a été infecté et c'est son test sanguin qui a confirmé que l'Ouganda était confronté à une épidémie d'Ebola. Comme lui, Kiakimwa Jacobet a été infectée également. Elle se souvient de la stigmatisation et du mépris qu'elle a subi. Même ceux avec qui nous avons partagé des repas, ceux avec qui nous avons passé des journées ensemble, tout à coup, tous ces gens ont cessé tout contact avec moi. Lorsque j'ai été admis à l'hôpital, le propriétaire de la maison a expulsé mes enfants par crainte qu'ils n'infectent d'autres personnes aux alentours. Le ministère de la Santé ougandais a envoyé un vaccin expérimental destiné aux travailleurs de première ligne. La menace est permanente. N'importe qui peut contracter le virus au Congo, traverser la frontière et arriver jusqu'ici. Donc, si je suis immunisé, je pense que je serai en sécurité. L'épidémie d'Ebola de 2007 avait causé au moins 37 décès et près de 149 personnes infectées. Avec la propagation de la maladie en RDC voisin, l'Ouganda examine soigneusement ses postes frontières. Selon le ministère de la Santé, 20 000 personnes traversent la frontière chaque semaine, exposant ainsi l'Ouganda à un risque élevé d'Ebola. Au Cameroun, des combats dans le nord-ouest anglophone ont fait au moins 25 morts parmi les combattants séparatistes hier. Les accrochages ont eu lieu à Mbot, localité proche de la ville de Ngambé, non loin d'une école publique où les indépendantistes avaient établi leur base. D'après 2 sources sécuritaires, aucune perte n'a été enregistrée du côté de l'armée camerounaise.
Après la réhabilitation des universités publiques ivoiriennes au lendemain de la crise post-électorale, les premiers agents de la police universitaire ont été recrutés en 2013 pour sécuriser l'espace universitaire, théâtre de violences et de vols. Cependant, 5 ans après, ces agents de police universitaire traversent une période très difficile. De Bouaké, Aïcha Diarra pour davantage de détails. Monsieur Kwasi Emilio Jean Merlin est marié et père de 5 enfants. Cela fait déjà 5 ans qu'il a intégré la police universitaire de Côte d'Ivoire basée à Bouaké. Vu les promesses selon lesquelles nous serions fonctionnaires d'État, nous aurions une matricule comme tout fonctionnaire, on y a cru et on s'est mis là-dedans. Et jusqu'ici, nous sommes sur le résultat, 5 ans sans salaire. Et vous voyez un peu la famille. Vous voyez les enfants, c'est difficile. C'est difficile. Même la nourriture quotidienne, elle est presque hasardeuse. Afin que l'on se penche sur leur sort, ces policiers ont entamé une grève depuis le 4 juillet 2018, tout en assurant le service minimum. Mais depuis, leur situation ne fait que s'empirer. On n'a pas d'assistance. Des gens tombent malades. On a plein de collègues qui ont perdu la vie dans cette histoire. Et ça ne va toujours pas. Moi-même qui vous parle, il y a ma fille qui est tombée malade, ma première fille, qui, par manque de moyens, est restée muette. Comme revendication, ces policiers, en plus des 5 ans de salaire impayés, réclament un meilleur statut. Aujourd'hui, nous voulons une insertion à la fonction publique ou la concrétisation du projet de la police universitaire en Côte d'Ivoire. Aucun officiel n'était disponible pour une explication sur la situation précaire que vivent ces agents. Ils sont au total 600 policiers universitaires ayant été déployés pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les campus et cités universitaires de 4 villes de la Côte d'Ivoire, à savoir la ville d'Abidjan, de Bouaké, Korogo et d'Aloa. Aïcha Diarra, à Bouaké, pour VOA Afrique. Pas d'accalmie sur le front des incendies en Californie. Les images sont stupéfiantes. Plusieurs milliers de pompiers combattent toujours de gigantesques feux de forêt dans cet État américain, tandis que les équipes de recherche tentent de retrouver les corps d'éventuelles nouvelles victimes des incendies qui ont déjà fait au moins 50 morts. Plus de 6500 maisons et 260 commerces ont été détruits depuis que l'incendie s'est déclaré jeudi dernier. Des milliers de migrants d'Amérique centrale progressent rapidement ce mercredi à bord de cars à travers le nord-ouest du Mexique, tandis que des groupes qui se sont détachés de la caravane principale ont commencé à arriver à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. Environ 350 migrants sont parvenus hier dans cette ville frontière qui jouxte San Diego en Californie. Quant au secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, il s'est rendu ce même mercredi à la frontière américano-mexicaine où se trouvent des milliers de soldats américains. Célia Mendoza de la VOA est sur place. Son reportage est rendu par John Lindon. Nous sommes à la frontière américano-mexicaine. Ici, des milliers de soldats ont été déployés pour des missions diverses. Les uns sont chargés de la construction des tentes pour des casernes. Les autres, comme ces soldats, sont appelés à installer des barrières de fil de fer barbelés. Jordan Wilson, soldat de première classe et ingénieur, est à l'œuvre. Il a du mal à croire qu'il est en poste chez lui, aux États-Unis. C'était une surprise pour moi. En gros, c'est un peu vite arrivé, mais l'importance de la mission pour le moment, c'est mon travail qui consiste à installer ces fils afin de fournir le soutien nécessaire pour que je puisse faire de mon mieux. La plupart des troupes, comme celle-ci, sont stationnées au Texas. D'autres sont déployées en Californie et en Arizona. Si ces troupes sont ici, c'est à la demande du président américain. Une caravane de plusieurs milliers de migrants d'Amérique centrale voyageant du Mexique vers les États-Unis a en effet amené Donald Trump à donner l'ordre controversé des déploiements de ces troupes ici. Jovan Somersal, sergent d'état-major, travaille pour la police militaire. Nous ne sommes pas ici pour faire respecter la loi. Nous sommes ici pour renforcer le partenariat, travailler avec eux pour faire en sorte que leurs tâches soient accomplies de manière plus adéquate. La mission des troupes devrait se terminer en décembre, mais elle pourrait être prolongée. Le sergent Somersal, lui, se sent chez lui ici. Ils nous ont bien accueillis dans la région et nous sommes donc très chanceux et ça se voit. Une grande partie du personnel qui passe klaxonne, salue de la main, donc tout se passe bien.
Les derniers chiffres en date montrent qu'en septembre, moins de 1700 personnes par jour ont été appréhendées le long de cette frontière de 3145 km. Il reste à voir si les troupes ou toutes les autres mesures récentes feront une différence. En attendant, les coûts augmentent. On estime à 200 millions de dollars la somme dégagée pour ces déploiements. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique au sommaire de cette seconde partie. En Ouganda, un concours de beauté réservé aux jeunes albinos pour lutter contre les préjugés. Une application mobile pour traquer le paludisme, Matibabu, a été développée par des étudiants africains. Préparez-vous, la 5G débarque très bientôt. Tout ce qu'il faut savoir sur le réseau du futur dans notre rubrique Afrotech. Voilà un rendez-vous hebdomadaire que je ne veux nullement rater, vous non plus. C'est mercredi, c'est Afrotech avec notre ami et collègue Arzouma Compaoré. Bonsoir. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Cette semaine, l'Afrique du Sud est à l'honneur avec deux événements majeurs, l'Apps Africa Award Innovation et l'AfricaCom. Le premier a refermé ses portes lundi après avoir désigné 14 lauréats venus du Kenya, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, d'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et d'Éthiopie. Et de l'Éthiopie. Quant à la 21e édition d'AfricaCom, elle se referme demain, 15 novembre. Elle aura permis à plus de 14 000 personnes et 450 conférenciers d'échanger sur le futur numérique de l'Afrique. Dans son discours d'ouverture, Rob Shuter, président directeur général du groupe MTN, a affirmé que les 5 prochaines années seront les plus importantes pour l'inclusion numérique en Afrique. Et à présent, c'est vers Kigali, Jacques, que les regards se tournent pour la prochaine édition de l'Africa Tech Summit en février prochain, de l'année prochaine. Et comme chaque mercredi à Arzouma, c'est un focus de la semaine que vous proposez. Je vous propose effectivement de parler de la 5G. On en entend parler ces temps-ci et elle arrive bel et bien et à grands pas. Alors, pour faire facile, il faut retenir que le réseau 5G donnera à votre appareil sans fil la possibilité de faire beaucoup plus que ce que vous ne faites actuellement en ligne, plus rapidement et plus efficacement. Martin Perronnet de Monaco Télécom nous en dit plus sur l'importance de la 5G. La 5G, c'est 10 fois plus de puissance. Donc ça permet de servir tous les usages multimédia de beaucoup plus de monde qui sera encore connecté. La 5G, c'est 10 fois moins de latence, c'est-à-dire qu'on se connecte immédiatement. Et ça, c'est indispensable pour les nouveaux usages, notamment la voiture connectée. Et la 5G, c'est aussi au moins 10 fois plus d'objets connectés par mètre carré. Et ça, c'est la généralisation de tout l'Internet des objets. Et donc, c'est un facteur de révolution industrielle très important. Voilà, il faut dire, Jacques, qu'il existe déjà des produits 5G sur le marché, mais les réseaux sur lesquels ils doivent fonctionner ne sont pas vraiment au point. En dehors de Monaco, qui prévoit une couverture totale du pays avec la 5G, il est fort possible que les prochains sur la liste soient la Corée du Sud, la Chine, le Japon ou encore les États-Unis, où les villes comme Houston, Indianapolis, Los Angeles ou Sacramento en sont déjà équipées. Très bien. Et pour finir, Arzouma, folie d'invention. Alors, on aime ce genre de folie, Jacques, surtout celles qui sauvent des vies ou les améliorent. Des chercheurs de l'université Harvard travaillent en effet sur des appareils légers et flexibles pour aider les personnes handicapées à retrouver l'usage de leurs membres. Le robot souple, par exemple, ressemble à une combinaison de plongée et est conçu pour la rééducation des mains et des bras.
Une fois mise en marche, la combinaison est pompée avec de l'air afin que les couches internes soient bien ajustées avec la peau. L'ensemble de poulies, engrenages reliés à un microprocesseur permet au dispositif d'agir comme un muscle et d'ajouter de la puissance aux patients qui tentent de bouger leurs bras ou leurs mains. Voilà. C'est tout pour Afrotech de cette semaine et comme vous savez déjà, envoyez-nous vos infotech, envoyez-les nous sur voaafriquetv@gmail.com ou sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci Arzouma, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine, mais n'allez pas très loin parce que le sujet qui va suivre va vous intéresser, vous qui venez de parler du réseau 5G. Ça va beaucoup changer évidemment pour la téléphonie mobile. Alors cette année, le nombre d'utilisateurs de smartphones à travers le monde devrait dépasser les 3 milliards, un outil qui a pris une place prépondérante dans nos vies. Imaginez par exemple un hôpital dans votre téléphone. Oui, de nos jours, c'est possible. Prenez l'application appelée Matibabu, développée par des étudiants ougandais. Elle permet de diagnostiquer le paludisme sans passer par le laboratoire. Arrêtons-nous un moment pour voir à quel point le téléphone portable a tout changé sur notre planète. Un petit recul que nous propose Irénée Herman Ungbo. L'appli conçue par Maurice Atwin, ce développeur ougandais de 25 ans, permet de détecter le paludisme en quelques secondes sans un prélèvement sanguin. Le téléphone est un outil qui fait partie indéniablement de son quotidien. J'utilise mon téléphone essentiellement pour communiquer. Par exemple, je ne peux pas passer une journée sans parler à ma mère ou à mon père, soit par messagerie, soit par appel ou WhatsApp. Et avec mes amis, on se parle pratiquement toutes les heures. J'échange avec tout ce que j'ai autour de moi, je dois dire. Le téléphone portable a pris une place très importante dans la vie de Maurice. Au-delà de l'usage classique qu'il en fait, il utilise aussi son smartphone à d'autres fins. Les téléphones sont très importants dans ma vie professionnelle. Dans mon entreprise, nous développons des applications utilisables sur des téléphones mobiles. Le nombre d'utilisateurs de smartphones à travers le monde devrait dépasser cette année les 3 milliards, un peu plus d'une décennie après l'apparition de l'iPhone qui a transformé la façon dont les gens interagissent avec leur téléphone. Et maintenant, un résumé des principaux points de l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à vous, amis sportifs. Yacine Brahimi renonce à jouer contre le Togo. Les Fennecs devront se passer de l'un de leurs cadres pour la rencontre contre les Éperviers à la faveur de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Annoncé incertain, le milieu offensif du FC Porto a finalement déclaré forfait et a été libéré aujourd'hui même. Le défenseur central Rafik Halish est lui aussi incertain, tandis qu'Aïssa Mendy est suspendu. L'Algérie, qui reste sur une défaite face au Bénin lors de la précédente journée 1-0, devra impérativement remporter le match face au Togo pour ne pas compromettre ses chances de qualification. Zambo, Anguissa, Seri et Haïté ont un nouveau coach. Il s'agit de Claudio Ranieri. Arrivé à Fulham l'été dernier, le Camerounais Franck Zambo Anguissa et l'Ivoirien Jean-Michel Seri connaissent un mauvais début de saison avec le club promu en Première Ligue. Après 12 journées, les Cottagers sont derniers au classement du championnat avec seulement 5 points. Conséquence, Slavisa Djokanovic a été limogé, remplacé par l'Italien. Champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, Claudio Ranieri aura donc la lourde mission de remonter la pente avec Seri, Zambo Anguissa et le Togolais Floyd Haïté. Toujours en Angleterre, Wayne Rooney fera son dernier adieu en amical contre les États-Unis demain à Wembley. À 33 ans, l'ancien capitaine de la sélection anglaise s'est dit honoré de disputer son 120e et dernier match sous le maillot des Trois Lions. En 119 sélections, il a marqué 53 buts pour l'Angleterre. Rooney a pris sa retraite internationale en août 2017, après avoir notamment participé à 3 Coupes du Monde et 3 Championnats d'Europe des Nations. L'international anglais, évoluant actuellement au DC United, dit n'avoir aucun regret d'avoir accroché les crampons avant la Coupe du Monde 2018. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. On se dit à demain, Yacouba. Merci bien. L'Ouganda organise son premier concours de beauté pour les personnes atteintes d'albinisme. Parmi les 22 candidats de 6 districts, les juges ont choisi 5 hommes et 5 femmes pour représenter le pays au concours de beauté Monsieur et Madame East Africa à Nairobi à la fin du mois de novembre de cette année. Le point avec Blanche Sanou.
Un peu de maquillage avant le défilé sur le podium. Pour les candidats, c'est l'occasion idéale de s'exprimer devant le public présent. La raison pour laquelle j'ai postulé, c'est que je veux être au devant de la scène pour représenter l'albinisme et aussi sensibiliser. En commençant par les parents de personnes atteintes d'albinisme. Parce qu'il y a des choses qu'ils font aux enfants en pensant qu'ils les aident alors qu'ils ne leur rendent pas service. Pour les promoteurs, ce concours est une vitrine pour montrer que la beauté n'a pas de frontières. Aujourd'hui est une occasion mémorable car nous avons pu auditionner pour la première fois en Ouganda les personnes atteintes d'albinisme. Nous avons choisi Monsieur et Mademoiselle Albinisme de l'Afrique de l'Est. C'est extrêmement important car la représentation compte. Cela en dit long sur la façon dont la société perçoit la différence. Les organisateurs espèrent que le succès de cette première édition pourra faire tomber les barrières de la stigmatisation. Je pense que l'année prochaine, ce sera énorme. Il y en aura encore plus que les 22. Je pense que les chiffres vont atteindre une centaine, voire même 200 et plus. La protection des droits des personnes atteintes d'albinisme est une question d'intérêt public pour de nombreux pays en Afrique de l'Est. De plus en plus de voix s'élèvent pour défendre ces personnes minoritaires victimes de leur handicap. Très belle initiative à encourager sur le continent. Redonner une nouvelle vie aux vieux cartons en les transformant en sculpture ou en peinture, voilà la mission de l'artiste britannique James Lake. Une passion qui a commencé comme forme de rééducation après qu'il se soit vu couper une jambe à cause d'un cancer des os. James n'avait alors que 17 ans. Il vit à Exeter, une ville du sud-ouest de l'Angleterre. Il fait savoir qu'il s'est toujours intéressé à l'art, en particulier au dessin, à l'exploration et à la marche. James Lake produit une grande variété de sculptures allant des fleurs aux personnages. Il participe également à la vie de sa communauté à travers des ateliers d'art et produit des commandes individuelles. Et pour refermer ce journal, faisons un tour dans l'univers de la télévision avec Game of Thrones. Cette série produite par HBO et primée aux Emmy Awards est annoncée pour avril 2019. Il s'agira de sa 8e et dernière saison. La vidéo de la bande-annonce présente des séquences des saisons précédentes, lesquelles résument les batailles coûteuses qui ont précédé le prochain affrontement pour le contrôle du royaume fictif de Westeros. Game of Thrones, qui a remporté de nombreux Emmy Awards, reste jusqu'à maintenant la plus grande réalisation de HBO, avec près de 30 millions de téléspectateurs aux États-Unis et une armée de fans dévoués dans le monde entier. There's only one war that matters, and it is here. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. En tout cas, vous avez un avant-goût. Et si vous êtes fan, faites-nous le savoir sur la page Facebook de VOA Afrique. Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe qui l'a préparé et mise en onde. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Vous avez rendez-vous demain avec John Linden, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Très belle soirée.